Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Dans cette nouvelle séance du cycle de conférences Actualité des sciences sociales, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Sophie Dubuisson-Kellier, qui est directrice de recherche au CNRS, chercheuse au CSO, le Centre de sociologie des organisations, qui est lié à Sciences Po. Sophie Dubuisson-Kellier est l'auteur de nombreuses publications en sociologie économique. Et nous la recevons ici donc avec un plaisir certain. C'est aujourd'hui une figure importante de la sociologie économique contemporaine, avec des travaux qui ont concerné à la fois la question de la qualité des produits, et notamment de la construction sociale de la qualité des produits, la question des intermédiaires de marché, qu'est-ce que c'est qu'un intermédiaire de marché, aux différents acteurs intermédiaires d'un marché, du distributeur au designer, etc. Et à travers ces différents objets, la qualité des produits, les intermédiaires de marché, les formes de l'échange, Sophie Dubuisson-Kellier cherche à répondre à des questions finalement assez simples. C'est qu'est-ce qu'un choix, notamment sur un marché, le choix d'un consommateur, qu'est-ce que juger, juger la qualité d'un produit, comment l'apprécier, qu'est-ce que qualifier un produit, quelles sont les qualifications subies par les produits, qu'est-ce qu'échanger. Donc toutes ces opérations, ces actions qui animent la vie des marchés, qui intéressent donc Sophie Dubuisson-Kellier, mais aussi, et c'est l'une des originalités de son approche, et qui en fait autre chose qu'une sociologie économique un peu étroite, c'est aussi un ensemble de travaux qui interrogent les formes de politisation des marchés, la façon dont les marchés sont politisés à travers différents types d'engagements, et notamment à travers l'objet précis qui est l'acte de consommation. Dans quelle mesure un acte de consommation est autre chose que simplement l'achat et éventuellement suivi du fait d'ingérer un produit alimentaire par exemple, mais aussi peut être l'objet de formes d'engagement politique, individuel ou collectif. Et à ce titre, ces travaux interrogent notamment les frontières disciplinaires, c'est-à-dire sociologie économique, sociologie politique, qui sont souvent séparées, indépendantes, sont ici clairement au carrefour d'une sociologie assez innovante et qui permet de revoir un peu des questions assez classiques de la sociologie, que ce soit les rapports entre individus et collectifs notamment, c'est-à-dire dans quelle mesure l'engagement dans les actes de consommation peut-il être collectif. Tu étudies notamment les formes de collectivisation de ces actes de résistance ou de contestation notamment du marché. Donc, question des individus et du collectif et de leur rapport, mais aussi des questions comme qu'est-ce que c'est que s'engager aujourd'hui, au-delà des engagements partisans, dans des formes de militantisme assez traditionnelles, étudier les renouvellements du militantisme à travers, par exemple, différents mouvements que tu as pu étudier, comme le mouvement anti-pub, par exemple, et d'autres, de contestation de l'ordre marchand, on va dire. Nous avons le plaisir de t'accueillir aussi parce que ce que tu proposes à travers ces objets, c'est une sociologie d'enquête, fondée sur des enquêtes empiriques aux méthodes variées. Et donc, tu établis un certain nombre de diagnostics, de résultats sur les sociétés contemporaines, notamment donc, sur l'ordre marchand et les formes de résistance, les rapports avec l'État, les mouvements sociaux, etc. Mais pas à travers une espèce de grille un peu éthérée, comme ça, déconnectée des faits, mais toujours à partir d'enquêtes empiriques variées. Et c'est aussi ce qui fait donc, le prix de tes démonstrations. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, nous allons t'entendre sur le thème de la consommation engagée, qui est en fait le titre d'un de tes ouvrages, qui a été publié, je crois, en 2009 aux presses de Sciences Po, et qui donc est aujourd'hui la thématique de la conférence. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Merci beaucoup Pierre-Marie pour cette invitation. Je suis absolument ravie de parler devant le public de Paris 4. C'est un grand honneur. Alors effectivement, je vais présenter ces travaux autour de la consommation engagée, qui en fait rassemblent une série d'enquêtes que j'ai conduites entre 2005 et puis on va dire 2010. Et qui a donné entre autres lieu à ce petit livre effectivement sur la consommation engagée, qui est en réalité ce petit livre un condensé de ces résultats pour les besoins d'une collection. C'est ça qui est assez intéressant aussi à comprendre, pour les besoins d'une collection en fait qui avait été ouverte par les presses de Sciences Po, cette collection dirigée par des tailleurs, sur en fait les formes de la contestation, les répertoires contemporains de la consommation. Et
Madame Maillard avait jugé intéressant que parmi ces répertoires de la contestation, on puisse aussi faire parler en fait toutes les formes de contestation autour de la consommation. Donc voilà pourquoi ce petit livre. Alors, en fait, je présente un plan d'intervention ultra classique, très volontairement, en partant de réalités telles qu'elles peuvent se donner à observer assez facilement, sans même besoin d'un prisme de sociologue, d'analyse sociologique, pour en venir à mes questions de recherche, aux données et aux résultats. Mais en fait, derrière ce plan un peu formel, un peu classique, l'idée, c'est précisément de voyager sur ces territoires un peu étranges de cette consommation engagée, qu'on peut définir pour aller vite comme une consommation en fait, qui vise à prendre en compte le collectif dans les choix individuels, dans les choix des individus. Et bien, en partant de cette réalité, en fait, l'idée c'est d'en venir à des questions de recherche qui ne sont peut-être pas celles qu'on attend sur ce terrain-là, et qui sont, pour ce qui me concerne, très largement ancrées dans effectivement les travaux que j'ai pu conduire en sociologie économique. C'est-à-dire que en fait, je m'interroge sur cette consommation engagée à partir de questions plus générales qui portent sur les fonctionnements marchands. C'est-à-dire l'idée, c'est de considérer que la consommation engagée va éclairer des fonctionnements marchands, et c'est à ce titre en fait que je la regarde. Et effectivement, comme Pierre-Marie le soulignait, eh bien, assez rapidement, on en vient, en regardant donc, cette consommation engagée, à prendre en compte le fait qu'elle est dépositaire d'une série de formes de mobilisation, d'engagement des acteurs sociaux, et qu'elle va aussi, du coup, tracer des formes d'engagement sur les marchés qui peuvent être de nature politique. Voilà, donc c'est un peu à travers ce cheminement un peu bizarre que je vais vous conduire tout au long de cette présentation. Alors tout d'abord, on va partir de ces observations empiriques extrêmement brutes autour de ces formes de consommation dites citoyennes. Alors, très rapidement, on peut dire consommation responsable, citoyenne, engagée, enfin, il y a tout un vocabulaire qui en réalité sur le terrain est très marqué chez des ensembles d'acteurs, c'est-à-dire dans le monde militant on va plutôt parler de consommation citoyenne, la littérature un peu plus de consommation engagée, du côté des pouvoirs publics on parle de consommation responsable, enfin bon, le vocabulaire en fait il est très marqué selon les acteurs, mais je vais le neutraliser si vous voulez bien et donc l'utiliser de manière indéfinie, citoyenne, engagée, politique, responsable. Voilà. Alors, quelques chiffres autour de cette consommation engagée. Le bio, pour commencer, qui est en général la réalité la mieux connue et surtout dans les médias se sont le plus emparés, parce que vous allez voir dans cette début de présentation, en fait on est très proche de ce que peuvent donner comme indication les médias. Donc les produits issus de l'agriculture biologique, si on s'en réfère à quelques chiffres qui nous sont donnés, on sait que c'est 25% de croissance du chiffre d'affaires en 2009. Les chiffres sont un peu anciens, mais les taux de croissance restent sensiblement les mêmes. On a des progressions énormes des ventes de produits bio en grande surface, et on a également des conversions en bio. Conversion en bio, ça veut dire que une production agricole en fait se convertit en adoptant les cahiers des charges de l'agriculture biologique, qui sont elles aussi très importantes. Ce qui est important de noter aussi, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en bas du graphique, source agence bio. L'agence bio en France, en fait, c'est une agence de l'État qui a la charge de la promotion de l'agriculture biologique. Je le note là, vous verrez que je ferai la même remarque pour les autres données que je vais vous présenter. Le commerce équitable, en général, une autre catégorie assez classiquement associée à la consommation engagée. De la même façon, on a des croissances des ventes considérables, 22% en 2008. Vous voyez ce superbe schéma, comme aimerait en voir beaucoup de responsables de la grande distribution pour la plupart de leurs produits en linéaire. Donc une belle croissance, et puis naturellement une échelle qui favorise la mise en visibilité de cette croissance, source Max Havelaar.
Max Havelaar est l'un des opérateurs du commerce équitable en France. C'est l'un des deux gros opérateurs. On considère qu'il y a deux gros opérateurs en France. Il y a Artisans du Monde et Max Havelaar. Et donc ces chiffres concernent uniquement le cas de Max Havelaar. Voilà, 57% de croissance du chiffre d'affaires, des produits équitables dans le secteur hors domicile. C'est un peu bizarre les chiffres que je vous mets et pourquoi là, hors domicile, pourquoi je vous parle du chocolat, etc. Mais après tout, je vais vous mettre uniquement les chiffres que j'ai. Et ces chiffres, je les ai tout simplement parce que ces opérateurs, en fait, l'agence Bio ou Max Havelaar, les diffusent. Et les diffusent bien sûr assez facilement auprès du grand public. Vous allez pouvoir attraper ça sur leur site aussi bien que moi et que les médias. Et c'est à cet objectif que répond cette publicisation de ces chiffres. L'idée, bien sûr, c'est de mettre en visibilité cette croissance. Alors, un peu plus difficilement, l'État essaye de faire la même chose autour des produits éco-labellisés. Donc, les produits éco-labellisés, ce sont les produits qui bénéficient donc, de l'écolabel. Donc, il existe deux écolabels sur notre territoire national. L'écolabel français, qui s'appelle NF Environnement pour des tas de raisons historiques sur lesquelles je pourrais revenir, mais je vais passer vite, qui posait d'ailleurs des tas de problèmes parce que personne n'associe ça à un écolabel, et l'écolabel européen qu'on reconnaît, là c'est la petite fleur, ici. Donc là aussi, lorsqu'on veut bien trouver la bonne échelle, on arrive à voir des taux de croissance qui sont importants et qui permettent aussi de suggérer, parce que l'idée c'est aussi ça, suggérer cet engouement en fait, des consommateurs autour de ces produits qui sont porteurs d'allégations pour le collectif. Allégations pour le collectif dans le bio, c'est mettre en avant que les produits issus de l'agriculture biologique en fait, sont bénéfiques pour l'environnement, en tous les cas moins dommageables pour l'environnement. Le commerce équitable, c'est qu'il permet en fait, de pérenniser la situation économique des petits producteurs des pays du Sud. Et puis pour les écolabels, eh bien, ce sont également des allégations environnementales. Alors, cette réalité, telle qu'elle se donne à voir, on peut la résumer de la façon suivante. Ce sont des taux de croissance qui sont peu courants dans le secteur de la grande consommation. Et je disais tout à l'heure, ces chiffres ne feraient pas lire d'envie n'importe quel responsable de la grande distribution pour le secteur alimentaire, j'entends, et notamment pour tout ce qui concerne en fait, le secteur des produits de grande consommation. Et dans l'alimentaire, en fait, on est bien sûr sur des marchés qui sont ultra saturés, donc on a très rarement de tels taux de croissance. Par ailleurs, ce sont des ventes qui ont également très bien résisté face à la crise, c'est-à-dire que dès 2007, lorsque la crise commence à apparaître, en fait, les médias mettent assez largement en avant, chiffres à l'appui fournis par les opérateurs dont je viens de vous parler, que cette consommation-là résiste. C'est-à-dire que les taux de croissance continuent à se maintenir et on continue à avoir une croissance des ventes. Alors même que ce sont des produits qui sont plus chers que leurs équivalents qui ne seraient pas porteurs de ces allégations. Un lait bio par rapport à un lait non bio, un œuf bio par rapport à un œuf non bio, un café équitable par rapport à un café non équitable, un produit d'entretien écolabellisé par rapport à un produit d'entretien non écolabellisé. Ils sont 1,5 fois à 3 fois plus chers, ce qui n'est pas rien pour des produits de grande consommation. Et troisième petit miracle de l'affaire, c'est que, qui plus est, les allégations dont ces produits sont porteurs ne portent pas en fait sur la satisfaction de désirs ou de besoins individuels, mais bien sur la prise en compte en fait d'objectifs collectifs. L'idée, en gros, c'est de sauver la planète, sauver la biodiversité, sauver le petit producteur du Sud, mais pas se faire plaisir. C'est pour ces raisons-là qu'on consommerait ces différents types de produits. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en tous les cas, ça constitue une troisième source de grand réjouissement pour les acteurs économiques autour de cette consommation engagée, c'est que par ailleurs, elle n'est pas que pilotée par elle ne serait pas que pilotée par des aspirations individuelles. Alors maintenant, quand on sort de ce schéma, qui est le schéma qui est très largement donné dans les médias, comme je l'ai précisé,
à partir des données qui elles-mêmes sont fournies par les opérateurs, dont l'un des grands desseins est précisément de rendre visible cette potentialité économique que représente cette consommation engagée. Alors quand on regarde effectivement du côté des spécificités, on a le fait que du côté de la promotion de l'offre, bien sûr on a des acteurs économiques. Si on regarde par exemple pour le bio, si on parle que de la pub à la télé, eh bien on a des acteurs économiques, on a des marques qui font de la pub pour des produits bio, on a des distributeurs qui font de la pub pour le bio, peut-être que celle de Leclerc ou de Auchan ne nous auront pas échappé. Mais on a aussi, à côté des acteurs économiques, on a des associations de protection de l'environnement, on a des associations d'aide au développement, c'est-à-dire on a des acteurs dont la vocation n'est pas directement la promotion de biens économiques. On a aussi d'ailleurs des acteurs publics. L'agence bio a réussi à financer en fait des petits programmes courts à la télé, des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, juste avant, oui juste avant, les programmes courts, c'est comme ça que ça s'appelle, mais il y a aussi une pub sur le bio avec les petites coccinelles, peut-être que vous l'avez vu, etc. Voilà, ce sont des choses qui sont qui témoignent d'une volonté des pouvoirs publics de rendre aussi visible leur démarche. Et deuxième aspect important, on a une très forte attention médiatique, c'est-à-dire que les médias se sont très tôt en fait intéressés à la consommation engagée. Si on regarde un petit peu dans les faits, en fait, cette consommation un peu alternative, elle émerge au début des années 2000. Si on regarde aussi d'autres choses dont je vais parler, qui sont les AMAP, les associations pour le maintien de la culture paysanne, vous savez, ces systèmes de paniers, vous en avez forcément entendu parler parce qu'il y en a beaucoup dans les milieux universitaires, systèmes de paniers de fruits et légumes. Donc les AMAP, ça naît à peu près en 2002, et vous commencez à avoir les premiers papiers en fait, de la presse, des premiers petits bulletins, notamment par exemple sur les antennes de Radio France, et c'est pas un hasard parce qu'il y avait une AMAP à Radio France, dès 2003-2004, et ensuite vous avez un engouement très fort des médias qui donne en fait à voir une notoriété de ces initiatives qui dépasse très largement sa représentativité économique, si on regarde les valeurs échangées, ou même sociales, si on regarde le nombre d'acteurs qui sont impliqués dans ces démarches-là. Troisième aspect important, mais tout ça est très lié, les publics en fait, parce que c'est un peu délicat de parler de demande, mais plutôt de public, c'est-à-dire que autour de la consommation engagée, il y a bien sûr ceux qui consomment, et puis il y a aussi ceux qui en parlent, comme vous avez la pub, c'est-à-dire il y a aussi tous ces discours en fait autour de ces pratiques-là, et ces publics en fait sont très très marqués socialement, puisque ce sont essentiellement en fait les classes moyennes A supérieures, à fort capital scolaire, c'est-à-dire avant même en fait de parler de capital économique, c'est-à-dire ce sont effectivement des gens qui ont un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, mais pas énormément supérieur à la moyenne, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait parmi ces publics, qui ont fait des choix de vie qui sont plutôt en régression sociale par rapport aux études qu'ils ont pu faire. Concrètement, on a par exemple des ingénieurs qui se sont reconvertis dans l'enseignement, en fait, dans la fonction publique, pour des choix de vie, pour accéder à des choix de vie particuliers. L'important, c'est le capital scolaire, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait des études longues, et c'est précisément parce qu'ils ont fait des études longues, en fait, qu'ils ont aussi emmagasiné les compétences nécessaires en fait, pour manipuler en quelque sorte, dans le sens de la manipulation, pour travailler autour de toutes les causes en fait, qui sont portées par ces mouvements autour de la consommation engagée. C'est précisément parce qu'ils vont faire ces investissements-là qu'ils sont intéressés par ces démarches autour de la consommation engagée. Et en même temps, bien sûr, on a quelque chose de très frappant s'agissant de la consommation engagée, donc qui rend, là pour le coup, très malheureux les promoteurs de la consommation engagée, c'est-à-dire, en gros, pour le dire un peu schématiquement, les gens parlent beaucoup plus qu'ils ne le font. Quand on fait des enquêtes, en fait, alors
déjà, il faut savoir que c'est très difficile d'accéder aux pratiques. Donc on peut accéder à des chiffres d'affaires pour autant que les opérateurs économiques veulent bien les livrer. C'est pour ça que sur le commerce équitable, on a les données que certains opérateurs veulent bien donner, mais on n'a pas toutes les données. Sur le bio, on pourrait estimer qu'on pourrait l'avoir, mais on ne l'a pas non plus complètement. Et en revanche, on a énormément d'enquêtes déclaratives sur la base du déclaratif, et là on a des chiffres absolument fabuleux, du type 76% des Français déclarent souhaiter privilégier les produits respectueux de l'environnement, même s'ils coûtent plus cher. Nous voilà sauvés, et les petits oiseaux avec... bien sûr, en réalité, personne n'est dupe. On sait très bien que face à tout ça, et c'est pour ça que je vous ai mis ça sur la droite, on a une réalité qui est un peu moins réjouissante. En fait, derrière tous ces forts taux de croissance, ce sont des forts taux de croissance sur des tout petits volumes. Donc on est quand même sur du epsilon dans beaucoup de cas en fait, de pratiques autour de la consommation engagée. Mais par ailleurs, les gens en font des tonnes, c'est-à-dire se présentent toujours comme beaucoup plus vertueux. Alors ça, c'est assez pratique s'agissant d'une pratique de consommation, puisque en fait, on sait très bien, avec tous les acquis de la sociologie de la consommation, que là, on n'a ni plus ni moins les traces d'une norme sociale. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui sont majoritairement très enclins à déclarer qu'ils font quelque chose, en réalité ils ne font pas, c'est tout simplement que c'est rentré dans la norme. Donc c'est bien, si vous êtes tous sociologues, certains d'entre vous en faisant des enquêtes, vous savez bien tout ce que projettent les gens qui répondent aux enquêtes dans les attentes de l'enquêteur. Donc on a bien sûr les traces d'une norme sociale, et peut-être qu'on aurait aussi des traces d'une forme de pratique ostentatoire un peu spécifique qui serait celle marquée par les classes moyennes, en fait, qui veulent se distinguer à la fois des classes supérieures et à la fois des classes populaires. Donc on aurait un peu un traceur de pratique des classes moyennes. Alors, face à cette réalité contrastée, en fait, une série de questions de recherche peuvent être posées. Alors, j'ai voulu là distinguer en fait des questions de nature empirique et des questions de nature plus théorique, ce que j'ai l'habitude de faire avec mes propres étudiants, parce que je trouve que c'est toujours heuristique. Les questions empiriques, ce serait effectivement d'essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui se cache derrière le développement de ces pratiques de consommation, qu'est-ce qu'elles sont, etc. Quelle est leur nature qui les porte, etc. En réalité, ce n'est pas tellement cette question empirique qui m'intéresserait, ce serait beaucoup plus une question qui viendrait justement d'une interrogation autour des marchés et qui serait comment ces nouvelles préférences viennent-elles aux consommateurs? Parce que précisément, en fait, les questions plus théoriques qui m'animent, ce sont celles-ci. D'ailleurs, il s'agit, dans le cadre en fait, des travaux que je mène depuis quelques temps déjà, d'essayer de comprendre comment les pratiques économiques, les conduites économiques, le choix, comme le disait Pierre-Marie, les préférences, si on veut s'en référer à un terme plus d'économiste, viennent aux consommateurs. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse qu'en fait, l'un des effets du marché, c'est aussi de transférer aux acteurs économiques des formes de pratiques, des formes de conduite qu'ils vont en venir à adopter. Donc en fin de compte, ces questionnements autour de la consommation engagée viennent beaucoup moins en fait d'un background qui serait celui de la sociologie de la consommation, même si ça me paraît toujours important de conserver l'un des acquis extrêmement forts de cette sociologie qui, soit dit en passant, est une des rares sociologies un peu cumulatives, me semble-t-il. Donc retenir cet acquis selon lequel ces pratiques de consommation sont structurées par le groupe social. Alors c'est très intéressant de quand même ne pas oublier ça, à partir du moment où il s'agit d'interroger les conduites des consommateurs. Ça veut dire aussi qu'on abandonne de fait l'idée d'une rationalité individuelle, instrumentale du consommateur,
mais que dans tout ce qu'on va charrier pour rapatrier en fait une forme de structuration de ce comportement, de cette conduite, et les formes de structuration que moi je rapatrie sont surtout liées à l'organisation de l'ordre marchand, mais il y a aussi effectivement le groupe social, et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai beaucoup insisté sur le fait que cette consommation-là, elle tracerait aussi une pratique qui est très clivée sur le plan social. Donc, les acquis de la sociologie de la consommation un peu, mais surtout les acquis de la sociologie économique, et notamment l'idée selon laquelle, en fait, les acteurs économiques, les entreprises, en fait, ce sont les travaux que j'avais menés jusqu'alors, fabriquent et équipent les choix des consommateurs. C'est-à-dire que les entreprises, les offreurs, elles contribuent aussi à façonner ces conduites de consommateurs. Dans tous les cas, les conduites de consommateurs leur sont redevables. Et l'idée, en fait, à partir de la consommation engagée, c'était de se dire, mais peut-être au fond, les acteurs économiques, les entreprises, en fait, alors, je préfère dire acteurs économiques parce qu'en fait, il y a les entreprises plus tous les intermédiaires du marché. Mais en tous les cas, tous ces acteurs-là ne seraient pas les seuls acteurs qui seraient en mesure de façonner ces conduites économiques, ces conduites de consommateurs. Peut-être y aurait-il une forme de contribution des mouvements sociaux à la fabrique des pratiques marchandes. D'ailleurs, peut-être pas que des pratiques marchandes des consommateurs, mais peut-être aussi des pratiques marchandes des acteurs économiques. Donc c'est une façon de faire entrer, en fait, dans ce champ de la sociologie économique qui a pour l'instant essentiellement visé deux séries d'acteurs, qui sont les firmes et l'État, on va le dire assez rapidement, beaucoup moins les consommateurs et pratiquement pas les mouvements sociaux. Donc de rapatrier ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, du côté un petit peu de la sociologie des mouvements sociaux anglo-saxonnes et du côté de la on va dire tout champ de, je ne dirais pas théorie des organisations, mais plutôt organization theory, parce que c'est plutôt un champ anglo-saxon, on a aussi ce mouvement, en fait, qui ne va pas vers la sociologie économique en tant que telle, mais qui va vers les firmes et qui va vers le marché pour essayer de comprendre certaines dynamiques propres aux mouvements sociaux. Alors les données, en fait, sur lesquelles je m'appuie sont de nature assez différente. En fait, j'avais la volonté d'essayer de mobiliser le plus gros de ce que les historiens avaient pu produire là-dessus. Parce qu'il se trouve que si la question de la mobilisation des consommateurs intéresse très peu la sociologie, par exemple, il y aurait plein de thèses à faire sur les associations de consommateurs qui n'intéressent à peu près personne dans la communauté des sociologues aujourd'hui, enfin, très très peu de monde. En revanche, les historiens, eux, ont énormément travaillé sur les mouvements de consommateurs. Ça en est même complètement désarçonnant. Et je m'étais dit, peut-être ce serait intéressant d'essayer de voir ce qu'ils ont pu dire, eux, sur les mobilisations de consommateurs et de voir est-ce qu'on peut tracer des mouvements, est-ce qu'on peut identifier des choses. Donc il y a toute cette série, je ne suis pas moi-même historienne, donc je ne fais pas d'archives, je ne fais pas de travail d'historien. En revanche, voilà, je m'appuie sur ces données secondaires. Et puis il y a des séries de données primaires également que j'ai, donc pour le coup, moi-même ou avec d'autres collectées. Alors il y a différentes choses que je vous livre un peu au désordre. Il y a effectivement tout un travail sur les collectifs anti-pub, sur des micro-groupes autour de la consommation responsable. Alors c'est un peu compliqué, ce sont des groupes qui apparaissent, puis qui disparaissent, qui ont une durée de vie très courte, qui sont inclus dans d'autres mouvements plus larges, Skill Attack, etc. Donc des choses assez compliquées à saisir, surtout que, vous l'aurez compris, je ne suis pas une sociologue des mouvements sociaux, donc il a fallu aussi que je me forme un petit peu à cette littérature, qui est aussi une autre littérature climatique, comme quoi il y en a, mais qui est absolument gigantesque. J'ai fait également des terrains sur ce qu'on appelle les circuits courts. Les circuits courts, c'est on appelle ça aussi les systèmes alimentaires alternatifs, ou les réseaux alimentaires alternatifs dans les littératures anglo-saxonnes. Ce sont toutes les initiatives, toutes les démarches en fait, qui rapprochent des producteurs et des consommateurs. Par exemple, les AMAP dont j'ai parlé rentrent là-dedans, mais vous avez aussi des systèmes coopératifs, vous avez des systèmes d'achat groupé,
du principe d'achat solidaire. Là aussi, vous avez une multitude en fait de démarches qui ont d'ailleurs un point commun assez intéressant, c'est qu'on les retrouve dans la plupart des pays développés, c'est-à-dire ce qu'on a en France, on trouve des choses similaires en Italie, on trouve des choses similaires aux États-Unis, au Japon, enfin voilà, c'est assez intéressant, mais avec une multitude de formes concrètes. Et puis des coopératives de consommateurs. Donc tous ces petits mouvements, alors, coopératives de consommateurs essentiellement à travers le réseau Biocop. Tous ces micro-terrains en fait étaient plus ou moins assemblés parce qu'en fait ils sont fondés sur des réseaux sociaux séquents. Hein. Beaucoup de gens sont dans plusieurs de ces dispositifs. Hein. Typiquement des militants anti-pub étaient aussi en AMA. Vous pouvez faire la chez Biocop. Voilà, on n'avait pas non plus. Tout ça c'est plutôt une nébuleuse en fait, pour reprendre aussi une terminologie qui est utilisée par la sociologie des mouvements sociaux. Et puis à partir de ça, il y a aussi eu des focus un peu plus spécifiques. Donc, par exemple, l'un des focus qui a été fait, il se trouve que quand j'ai commencé les terrains, il y avait une énorme controverse qui se créait autour de la régulation du commerce équitable, enfin une tentative de régulation du commerce équitable par l'État, qui a permis en fait de mettre au jour toutes les dissensions qui existent dans ce qu'on a coutume d'appeler le commerce équitable, qu'on devrait plutôt appeler les commerces équitables, parce que dès que vous mettez autour de la table plus d'un acteur, les gens ne sont pas d'accord et vous avez des lignes en fait, de partage qui varient selon les thématiques. Voilà. Et les acteurs ne se rassemblent pas sur les mêmes choses en fonction des débats. Et puis également une entrée par les militants à partir d'entretiens biographiques où il s'agissait de comprendre comment on en venait à devenir un militant en fait, autour de la consommation responsable, donc en prenant le cas notamment des mouvements anti-pub et puis des mouvements autour de la consommation responsable. Donc, tout ça fait un gros amas de données et de terrain pas très facile à ordonner, et il y a eu une longue période dans laquelle je n'y voyais à peu près plus rien, mais je crois avoir réussi à m'en sortir. Alors, les résultats, en fait, je les présenterai d'abord en insistant sur le fait que c'était très intéressant de revenir sur les travaux des historiens, parce qu'en fait, on se rend compte que si on regarde d'hier à aujourd'hui, on a deux modalités de construction des engagements des consommateurs qui restent à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a moyen de rassembler les démarches autour de deux grosses façons d'organiser la mobilisation des consommateurs. C'est-à-dire d'aller, en tant que mouvement social, chercher les consommateurs pour les associer d'une manière ou d'une autre à la cause. Il y a d'abord tout un ensemble de mobilisations. D'ailleurs, ce ne sont pas les mouvements, c'est les mobilisations, parce que les mouvements, ils peuvent utiliser ces deux types de mobilisations. Des mobilisations, en fait, qui concernent une contestation sociale particulière, qui n'est pas forcément connectée à la consommation ou même à des problématiques économiques, mais qui va passer par le marché, c'est-à-dire qui va mobiliser le marché, qui va investir le marché pour faire comme une echo chamber, donc je l'ai en anglais parce que je l'utilise beaucoup dans en français, une caisse de résonance, voilà, tout simplement. Une caisse de résonance de la cause défendue. Donc l'idée c'est que le marché, il aurait cette potentialité-là, il aurait cette potentialité de donner une visibilité à une cause. En fait, quand on regarde par le passé, on a donc des séries de mobilisations, donc ce sont celles qui ont été qui sont régulièrement en fait étudiées par les historiens. Donc celle qui est un peu canonique ou séminale, c'est la fameuse Tea Party de Boston donc en 1773, où on va avoir un geste qui a une connotation économique et de consommation, donc les colons américains qui jettent le thé des Anglais dans la baie de Boston, mais en fait pas du tout pour mettre en difficulté économique la compagnie d'été britannique, mais pour refuser tout commerce. Commerce avec les Britanniques, et commerce à cette époque-là, c'est la relation sociale, c'est pas la relation économique. C'est l'idée qu'on ne veut plus avoir affaire à ces gens-là. Et donc ce geste
qui est un geste voilà, qui a cette dimension économique, et avant tout un geste politique. Alors quand on sait le poids qu'a cet événement dans les fondations de la nation américaine, hein, et dans cette identité-là, on se rend compte que, effectivement, pour les Américains, cette connexion entre le geste politique et le geste économique va être très fort. Il y a des travaux magnifiques des historiens qui vont montrer effectivement comment des stratégies de boycott, par exemple, de commerçants, vont être utilisées pour remettre en cause les idées politiques d'un individu. Donc on va utiliser, et ça va être diffusé ensuite par la presse, un tel a été boycotté, donc une façon de dire qu'on a refusé toute relation d'échange, mais pas uniquement économique, avec telle personne. Un autre exemple de mobilisation très intéressante, et j'irai plus vite hein, sur les autres, c'est les magasins libres pour lutter contre l'esclavage. Il s'agit en fait d'une petite partie du mouvement abolitionniste aux États-Unis qui a l'idée, et vous allez voir que ça va vous rappeler quelque chose, qui a l'idée de dire mais on pourrait mobiliser un peu autour de cette cause-là en créant des filières ad hoc de produits issus du travail libre. On va prendre des produits typiques qui sont d'habitude fabriqués par les esclaves, donc le coton, le sucre par exemple. On va organiser la production de ces produits par du travail libre et on va le vendre dans nos maisons. On va ouvrir une partie de nos maisons comme une sorte de micro-magasin où on pourra faire venir les gens. Alors, je dis ça doit vous rappeler quelque chose, ça doit vous rappeler un peu le commerce équitable parce que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire créer des filières ad hoc qui seraient exemptes en fait d'un certain nombre de pratiques économiques qu'on cherche à remettre en cause et qui permettent de promouvoir une position politique en fait sur la régulation. Là, il s'agit aussi de promouvoir une position politique. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde tous les débats qu'il y a eu au sein du mouvement abolitionniste sur cette démarche-là, on retrouve à peu près les mêmes au sein du commerce équitable ou entre le commerce équitable et ses détracteurs. Par exemple, il y a des gens, d'autres militants, d'autres parties du mouvement abolitionniste qui ont dit mais on ne peut pas considérer que ça mobilise parce que ça veut dire une fois qu'on a acheté son paquet de sucre, voilà, on est quitte. On a rempli son devoir vis-à-vis de la cause anti-esclavagiste et on est politiquement engagé. Consommer ne revient pas à engager politiquement les gens. On a aujourd'hui à peu près les mêmes débats autour du commerce équitable. Est-ce qu'on est quitte une fois qu'on a acheté son paquet de café? Et est-ce qu'au contraire, on n'est pas encore plus dédouané de faire tout un tas de choses à côté? Alors une autre mobilisation, par exemple les listes noires d'entreprises de l'AFL, le grand syndicat américain, qui à un moment où c'était compliqué de mobiliser en fait par la grève, hein, parce que la grève était interdite tout bêtement, et bien ils ont publié des listes noires d'entreprises pour dire bah voilà, nos travailleurs ne peuvent pas être mobilisés, mais leurs épouses peuvent l'être. C'était comme dans ces termes-là que les choses étaient présentées, et on peut leur indiquer auprès de quelle entreprise il faut cesser d'acheter. Une autre campagne, Don't Buy Where You Can't Work, ça c'était à destination en fait des populations noires qui n'avaient pas accès à l'ensemble du marché du travail. Donc l'intérêt c'était de leur dire vous êtes aussi des consommateurs, cessez d'acheter là où vous ne pouvez pas avoir un emploi. Donc il y avait la campagne un peu symétrique, je ne sais plus quelle était la formule, mais c'était au contraire acheter là où vous êtes, où vous travaillez. Et là, du coup, ça a permis aussi d'associer des blancs à ce mouvement-là et toujours de passer par le marché. Le boycott du raisin de table, aussi, pour ceux qui ont étudié un peu le syndicalisme américain, un événement un peu phare aussi où un grand boycott à l'échelle nationale, d'abord en Californie, a été organisé pour sensibiliser autour du fait que les ouvriers agricoles, en fait, n'avaient pas à cette époque-là accès aux droits syndicaux. Et donc, un grand mouvement de boycott a été lancé et on a aussi inventé un label en fait, pour le raisin qui était fabriqué par des fermes qui employaient des ouvriers qui avaient des droits syndicaux. Donc aujourd'hui, le commerce équitable, l'agriculture biologique, mais j'y reviendrai juste après, sont dans cette veine-là. Deuxième ensemble de mobilisation, de forme, donc pas des mouvements, pardon, c'est mal fait sur le transparence, plutôt des mobilisations,
qui vont cette fois chercher à impliquer le consommateur dans la régulation des marchés. Donc autant dans les autres formes de mobilisation que j'ai présentées juste avant, l'idée n'est pas forcément complètement de modifier la régulation marchande, mais d'utiliser le marché comme caisse de résonance. Autant là, ça va être des mobilisations qui vont essayer de faire entrer en fait les consommateurs dans des situations de gouvernance citoyenne. En fait, de faire entrer en politique les consommateurs en quelque sorte. Autant dans l'autre cas, on a rappelé aux citoyens qu'ils étaient des consommateurs, autant dans ce cas-là, on rappelle aux consommateurs qu'ils sont aussi des citoyens. Et donc on va les chercher en tant que consommateurs, mais pour les faire agir en tant que citoyens. Alors dans le précédent cas, on allait chercher leur conscience de citoyen pour qu'ils l'expriment également lorsqu'ils sont consommateurs. Bon, tout ça, c'est quand même des partages un peu... je veux dire, dans la réalité, tout ça est très mêlé. Là, ce sont des partages sur une vocation analytique. Donc, pareil, dans l'histoire, on trouve ce type de démarche, tout le mouvement coopératif, on va faire une présentation entière là-dessus. Les ligues sociales d'acheteuses, qui sont ces mouvements qu'on a eu à la fois en Europe et aux États-Unis, qui ont été extrêmement bien documentés par les historiens, où on voit cette démarche de femmes, qui est portée essentiellement par des femmes, qui vont en fait promouvoir à travers un label des produits qui sont fabriqués dans des conditions en fait, qui respectent la dignité du travailleur et plus précisément de la travailleuse. Donc c'est pour lutter contre le travail de nuit des femmes, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle déjà les sweatshops, mais les sweatshops, on appelle ça existe déjà depuis mars. Mais en tous les cas, dans ce cas-là, on parle de sweatshop, c'est-à-dire ces ateliers de la sueur, c'est-à-dire des ateliers dans lesquels les pratiques de travail seraient jugées indignes. Et donc ce sont des femmes, en fait, qui endossent des rôles un peu d'inspectrices du travail et qui vont aller dans des usines, identifier les pratiques de travail et pouvoir apposer ce label blanc, donc ce white label, sur ces produits-là. Donc pour ceux qui ont lu par exemple le livre de Naomi Klein, Nos logos, voilà, c'est exactement ce qu'elle fait. Et en fait, Naomi Klein, elle marche dans les pas, je crois même qu'elle doit le mentionner au début du livre, de Florence Kelley, qui est l'instigatrice de ces ligues sociales d'acheteuses donc au début du XXe. Les boycotts de la viande, alors je vous ai mis ça parce que ça vous permet d'avoir les noms de ces groupes, Ladies Anti-Beef Trust Association, voilà, vous avez tout compris. Ce sont des mouvements qui sont extrêmement portés par les femmes. Et aujourd'hui, on va aussi, je vais y revenir plus en détail, ces mouvements qui vont aussi tenter de faire rentrer le consommateur en politique et de le faire réagir en tant que citoyen pour entrer dans des formes de gouvernance et modifier les règles de l'ordre marchand. Alors, je fais une petite parenthèse, je vais essayer de faire rapidement, mais là aussi qui prendrait une présentation entière. On peut se dire, mais alors pourquoi il y a eu tout ça, et puis après plus rien? Donc là, en fait, si vous voyez les dates hein, qu'on avait, voilà, on s'arrête au début du XXe, et puis après plus rien, et puis là, fin des années 90, début des années 2000, à nouveau ça repart. Alors en fait, c'est que aussi entre-temps, il y a eu une grosse parenthèse, en fait, qui est l'institutionnalisation du consumérisme. L'institutionnalisation du consumérisme, c'est quoi? Alors je vous la fais extrêmement courte, mais tout ça est une succession d'étapes, hein, et là aussi qui est très bien documentée par les historiens. Mais en gros, c'est le fait que la plupart des États vont rapidement comprendre que ces mouvements de consommateurs sont potentiellement assez puissants. Et en fait, la représentation consumériste va progressivement être intégrée dans l'État et être de fait un peu plus contrôlée. Donc aux États-Unis, ça commence dans les années 1920-1930. En France, c'est plutôt dans l'après-guerre et surtout dans les années 70 que se met en place toute cette institutionnalisation, cette représentation en fait du consumérisme
Alors, je ne cherche pas à dire qu'il s'agit d'un consumérisme sous contrôle, hein, parce que les associations de consommateurs ont fait un gros boulot. Hein. S'il y a moins d'accidents de moto parce qu'on porte des casques de moto, c'est grâce à elles. Enfin, en matière de sécurité alimentaire, on fait énormément de choses. Hein, mais en tous les cas, ça a été endogénisé par des formes de représentation intégrées dans l'État, en France avec des systèmes de subventions, etc. Et aussi dans les entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, les fonctions marketing des entreprises ont aussi fait valoir qu'elles étaient dépositaires de la représentation du consommateur, mais d'une certaine représentation du consommateur, c'est-à-dire le consommateur sous l'angle de sa souveraineté, sous l'angle de ses désirs, de l'aspiration à ses choix, etc. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est que, alors que les mobilisations de consommateurs dont je vous ai parlé historiquement, elles contenaient à la fois l'idée d'une responsabilisation du consommateur et d'une défense de ses intérêts, l'institutionnalisation du consumérisme a fait tomber en fait la question de la responsabilité du consommateur et ne s'est centrée que sur la question de la défense de ses intérêts. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les grands acteurs du consumérisme, par exemple en France, sont finalement assez peu à l'aise avec les questions du développement durable, du bio, de l'équitable. Elles sont même parfois très critiques hein, sur l'équitable. Il y a eu des affrontements assez forts, parce que justement cette question de la responsabilité n'est plus portée par les associations de consommateurs et donc elle est reprise par d'autres mouvements. Et ces mouvements qui vont porter cette responsabilisation du consommateur, ce sont les mouvements en fait autour de l'environnement, autour de la protection de l'environnement et les mouvements autour de l'aide au développement. Donc si je reviens aujourd'hui sur ces modalités contrastées d'engagement des consommateurs, donc on retrouve ces deux ensembles-là. Donc un ensemble de mobilisations qui vont porter sur des causes différentes, hein, l'environnement, la justice sociale, l'aide au développement, la lutte contre la mondialisation, et qui vont aller mobiliser le consommateur, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher le citoyen pour le rappeler qu'il est aussi un consommateur, et qui vont faire du marché une arène pour la contestation sociale, en tentant, lorsque c'est possible, d'impliquer les consommateurs dans la régulation de l'ordre marchand. Donc, si on prend l'exemple du commerce équitable, en fait, et du bio, qui sont mes deux exemples ici. Donc, je vous ai mis une pub en fait, de Max Havelaar qui schématise tout à fait cette opération en fait, qu'on va appeler de cadrage, si on prenait le vocabulaire de la sociologie des mouvements sociaux, donc de cadrage en fait de la cause. Et bien, on voit qu'en fait, il s'agit d'opérer un rapprochement, une forme de solidarité entre des petits producteurs au sud, dont vous voyez très bien sur le schéma, qui sont plutôt pauvres, voilà, c'est toute une famille, la grand-mère, etc. Et le consommateur du Nord, dont vous voyez monsieur est un cadre, il a une cravate, il n'y a qu'un enfant, voilà, madame est très chic, elle a acheté son paquet de café. Et au milieu, vous avez l'opérateur, qui est Max Havelaar, qui va opérer en fait ce rapprochement en rendant à la fois le consommateur solidaire et comptable de ce qui se passe en aval. Parce que l'idée, c'est d'informer au maximum les consommateurs pour que les consommateurs ne puissent plus dire je ne savais pas que quand j'achetais du café, j'étranglais en fait les petits producteurs dans les pays du Sud. Donc c'est ce cadrage qui est opéré. Si on prend le cas du bio, je vous donne un exemple en fait d'un opérateur du bio qui est un opérateur un peu dissident qui conteste le label bio européen, c'est la marque Biocohérente. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vais en faire plus tard. Les consommateurs de produits biologiques ont un grand rôle à jouer dans le développement de la bio et dans son évolution. En favorisant des produits issus de cahiers des charges et de dynamiques rigoureuses, ils influencent directement l'évolution du secteur. Être bioconsommateur signifie que l'on s'engage au travers de ces actes d'achat pour que le monde change. Donc voilà, je vous ai mis en vert là, le grand rôle, influence directement, toujours. L'idée, c'est d'opérer un cadrage dans lequel le consommateur est le levier, en fait, celui qui a un pouvoir, d'abord économique, mais ensuite politique, de changer les choses. Donc, par ailleurs, on va aussi fournir aux consommateurs des tas d'équipements. Alors, c'est bien, pour un sociologue du marché, on est en terre inconnue, parce qu'on retrouve tous les équipements qu'on a d'ordinaire pour équiper les consommateurs sur les marchés. On a des marques, on a des grilles comparatives, on a des recommandations,
On a des façons aussi de déchiffrer. Là, le truc sur les œufs est particulièrement intéressant. C'est une association de protection en fait, qui lutte contre la violence contre les animaux et qui va expliquer qu'en fait le tag que vous avez sur les œufs contient un chiffre qui peut être 0, 1, 2 ou 3, 1, 2, 3 ou 4, non 0, 1 ou 2 ou 3, et qui indique en fait le mode d'élevage. Donc en fait ce tag il sert uniquement pour des problèmes sanitaires et pour retracer, pour remonter jusqu'à l'exploitation, mais du coup il contient une information qui est potentiellement utile pour le consommateur engagé. Et on va engager le consommateur en lui donnant accès à une information qu'il ne peut pas complètement interpréter sans ce décodage-là. En gros, si vous voulez acheter des œufs en élevage intensif, je ne sais plus laquelle, et en bio, je crois que c'est 0. Alors, quand on regarde les effets de ces mobilisations sur la consommation, question un peu périphérique par rapport à mes propres questionnements, mais qui permet de comprendre pourquoi ces effets sont à la fois diffus et instables, parce que les mouvements militants en fait, qui vont intervenir dans cette fabrique des marchés vont faire émerger de nouvelles préférences, de nouvelles valeurs marchandes, qui peuvent être prises par les acteurs économiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mélange entre la promotion qui est opérée par les militants et la promotion qui est opérée par les acteurs économiques autour de cette consommation engagée. Ça va contribuer à la saturation des espaces marchands, à l'instabilité des choix des consommateurs, donc des choses bien connues en sociologie économique. Et puis ça va contribuer à indexer ces modes de consommation sur des niveaux de revenus plutôt élevés puisqu'ils sont vendus plus cher. Ce qui est très intéressant pour les opérateurs économiques, puisque l'idée c'est justement d'aller trouver de nouvelles niches dans des marchés qui sont saturés. Deuxième forme de mobilisation, donc impliquer le consommateur dans la régulation marchande. Je vous l'ai dit, elles sont deux formes, mais elles sont articulées, c'est pour ça que j'essaye de les présenter aussi de manière articulée. Là, l'idée c'est de faire de la consommation un répertoire de la contestation, d'expliquer en fait aux consommateurs qu'ils peuvent, s'ils sont de bons citoyens, utiliser aussi leur pratique de consommation comme un espace de la contestation. Donc c'est possible par exemple en refusant certains modes de consommation, donc en appelant au refus de la grande distribution, la voiture, publicité, grande marque, et en organisant toutes ces alternatives d'échange, type les partages d'expériences, les coopératives de consommation, la coopérative d'habitat, les systèmes d'échange locaux, les modes de vie décroissants, etc. Tout ce qu'il est possible d'imaginer pour essayer de modifier en fait sa pratique de consommation, mais la modifier dans l'objectif de signifier en fait une contestation sociale, donc de bien faire de cette consommation un répertoire de la contestation. Et donc ces mobilisations vont essayer d'impliquer les consommateurs dans la gouvernance marchande. Donc là on parlait d'engagement tout à l'heure, c'est ça, c'est d'aller dire vous pouvez vous engager par votre consommation en tant que consommateur, mais pour exprimer des choix citoyens et des choix politiques. Donc par exemple, essayer d'impliquer ces consommateurs dans des campagnes citoyennes. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une boutique Artisan du Monde ou dans une boutique Biocop, pour ne citer que ces deux exemples-là, mais il y en a d'autres, vous avez toute une partie qui est dédiée en fait à la diffusion d'outils en fait, qui sont très classiques aussi dans les répertoires des mouvements sociaux, qui sont des outils de mobilisation, la signature de pétitions, des flyers d'information, la possibilité de participer à une opération de campaigning, c'est-à-dire de campagne de contestation, etc. Et puis de faire de tous ces systèmes d'échange dont j'ai parlé, des systèmes en fait de gouvernance partagée qui vont viser à réintroduire le consommateur dans des espaces de choix dont il est d'ordinaire exclu. Et ces espaces de choix sont différents des espaces de choix dans lesquels d'ordinaire le marché contient le consommateur. En gros, quand vous choisissez des produits, vous pouvez choisir si vous voulez des carottes, des tomates, vous pouvez choisir la variété, vous avez quand même un espace de choix en tant que consommateur. Mais ces systèmes, en fait, vont quelque part amener le consommateur à plus prendre nécessairement part à certains choix. Par exemple, dans une AMAP, le panier, il est fait,
vous n'avez pas le choix, mais en tant que consommateur, vous pouvez avoir une capacité à co-décider avec le producteur sur les modes de culture, les variétés cultivées, etc., etc. Et ces espaces de choix-là, d'habitude, vous ne les avez pas. Quand vous allez faire une course dans un supermarché, vous ne pouvez pas commencer à négocier. Oui, mais moi, je voudrais que mes tomates ne soient pas poussées en hors-sol ou en serre. Vous n'en savez strictement rien. Voilà. Donc, c'est cette idée-là qui est contenue dans tous ces systèmes-là, c'est de réintroduire la capacité, enfin, le consommateur, dans des espaces de choix et de gouvernance qui lui donnent accès à des décisions dont il est d'habitude exclu. Si on devait pousser le bouchon, on pourrait dire par exemple, il faudrait créer des systèmes comme ça, où en tant que consommateur, je peux choisir des tas de choses sur mes produits. Par exemple, de choisir ma voiture sur sa motorisation et sa couleur, je voudrais choisir par exemple en fonction de l'équité homme-femme des entreprises qui fabriquent cette voiture. Aujourd'hui, je n'ai pas accès à cet espace de choix-là, je ne peux pas choisir mon bien sur ces principes. Mais voilà l'objectif derrière tout ça. Les effets sur la consommation sont cette fois potentiellement pérennes mais extrêmement restreints, puisqu'en fait les problématiques sociales sont d'une part extrêmement complexes, donc seule une partie des militants en fait a la volonté d'y accéder, je ne parle même pas de la compétence, il faut vouloir essayer d'investir tout ça, de comprendre, etc. C'est des questions d'usage du foncier, de partage de la rente, de gestion des ressources par exemple autour des AMAP qui peuvent être assez complexes. On a aussi une démultiplication des occasions de réflexivité sur ces modes de vie qui peuvent être un poil angoissantes dans certaines circonstances, et on a d'ailleurs des gens qui sortent des AMAP parce que d'un moment aussi ça les déborde, de devoir réfléchir sur tout un tas de trucs. Ils voulaient juste acheter des légumes, on ne sait pas qu'ils allaient en plus se poser des tas de questions sur comment ils vivent. Et puis vous avez par ailleurs des espaces d'entre-soi qui sont un peu fermés. Alors souvent quand je dis ça, il y a quelqu'un en AMAP qui on dit c'est pas de l'entre-soi dans les AMAP, donc entre-soi au sens où on entend la sociologie, comme ça je me couvre. Et en fait, ces espaces sociaux qui sont malgré tout extrêmement normés, avec des formes de contrôle social qui peuvent être assez puissants, et qui donc ont des formes aussi d'exclusivité comme peuvent avoir ce type d'espace. Mais si finalement la modification de la consommation n'était pas le véritable objectif de ces démarches, si au fond, j'essaie de me rappeler que je suis à la base une sociologue des marchés et je veux m'interroger sur les marchés, quels enseignements sur les fonctionnements marchands? Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, la tentative de discipline des consommateurs par les mouvements militants reste limitée. Si je vous rappelle les chiffres que je vous donnais au début, vous vous souvenez que finalement, on est sur du peanuts, quoi, c'est très très petite taille, ces mobilisations-là. Donc on ne peut pas considérer qu'on est sur des formes de discipline des acteurs économiques, comme peuvent le faire le reste des acteurs qui agissent sur les marchés. Cette mobilisation des consommateurs, en fait, comme alliés potentiels, elle suppose une construction de leur responsabilisation qui est assez complexe. Il faut des dispositifs pour l'informer, des dispositifs pour l'engager dans l'action contestataire, il faut des dispositifs pour connecter ces actes à d'autres réalités, style voilà, le petit producteur, des dispositifs pour équiper ses choix, des dispositifs pour mettre en série ses choix et souligner les capacités agrégatives du marché, c'est-à-dire dire, ben voilà, chaque fois que vous faites ce petit geste, eh bien, il y a une contribution pour l'ensemble du collectif qui est concerné, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez lourd et dont les effets, finalement, directement sur les consommateurs sont assez compliqués à évaluer, ou en tous les cas, on peut supposer qu'ils restent assez faibles. En revanche, l'argument en fait, que je défends autour de tout ça, c'est de dire que l'action, elle est peut-être moins sur une discipline des consommateurs que sur une tentative de régulation ou de renégociation de la régulation de l'ordre marchand. Et cette action, elle se fait par différents moyens, par la mise sur agenda des problèmes publics. Le bio, aujourd'hui, c'est une politique publique. L'équitable, l'État a essayé de faire en sorte que ce soit une politique publique, il s'est juste cassé les dents sur le fait que les acteurs n'étaient pas d'accord, mais il a essayé de réguler. Les circuits courts, aujourd'hui, il y a un embryon de politique publique au
ministère de l'Agriculture autour des circuits courts, alors que quand vous parliez à un ingénieur du greffe du ministère des circuits courts en 2003, vous demandez mais pourquoi on paye de la recherche publique sur ces questions-là. Voilà, aujourd'hui, il y a une politique publique, donc en 10 ans, ce qui est court à l'échelle politique. Deuxième action sur l'ordre marchand par la modification des valeurs et des grandeurs économiques. Les mouvements militants sont parvenus à faire entrer des nouveaux critères du choix. On peut choisir ces produits pour d'autres raisons que celles qui vous sont fournies par les opérateurs du marketing. Et ça, c'est bien un travail de la démarche militante, reprise ensuite par le marketing. Si vous voyez aujourd'hui sur des paquets de pain de mie, par exemple, sans huile de palme, ce n'est pas les opérateurs du marketing qui se sont dit « tiens, je vais vendre mon produit en disant ce qu'il ne contient pas », parce que ça, les opérateurs du marketing ne sont pas forcément les plus à l'aise pour faire ça, mais c'est bien parce que tout le monde militant, en fait, a suggéré que l'huile de palme était un marqueur négatif, enfin, a expliqué toute la problématique, en fait, de la déforestation en Asie du Sud-Est, mais donc a fait de l'huile de palme un marqueur négatif que le monde du marketing s'en saisit pour mettre en avant ces produits. On peut citer des tas d'exemples comme ça. Mais également des modifications des valeurs et grandeurs économiques par le travail sur la réputation des acteurs. Tout ce qui a été fait dans les mouvements de type Clean Clothes Campaign et autres, c'est-à-dire autour du commerce éthique, a contribué à entacher en fait la réputation des grands acteurs, type Nike, etc. La modification des statuts, donc on peut reprendre des choses qui sont assez classiques en sociologie économique et regarder les effets des mouvements sociaux. Et également une action sur l'ordre marchand, paradoxalement, en contribuant aussi à l'extension du marché, avec des nouveaux espaces marchands, des nouvelles offres, des nouveaux équipements marchands, opérateurs marchands. Ça s'explique très bien à travers la capacité du marché à endogéniser sa critique. Et pour conclure, je vais m'arrêter là. Finalement, mon argument est de dire que la mobilisation des consommateurs est bien plus un moyen qu'une fin pour les mouvements militants. C'est-à-dire que finalement, quelque part, bien sûr, ils aimeraient avoir des chiffres un peu plus importants que ce qu'on peut trouver, mais l'important, c'est bien plus, si j'étais journaliste, je dirais que le buzz qu'on peut faire autour de tout ça, mais en tous les cas, toute la manière dont on peut en parler, et les espaces marchands étant également, ça a été démontré récemment par un très bon papier de Jens Becker, des espaces fictionnels où on peut aussi faire vivre des histoires, on peut aussi faire vivre l'histoire selon laquelle les consommateurs ont un engouement aujourd'hui énorme pour ces produits autour d'une consommation alternative et donc bouger le marché à partir de ça. Donc il s'agit bien moins de modifier en profondeur les pratiques des consommateurs que d'utiliser les mécanismes marchands pour faire avancer la cause défendue. Donc ce sont ces mouvements qui vont aller chercher le marché pour jouer sur les capacités agrégatives du marché ou rappeler, faire croire à ces capacités agrégatives, jouer sur les capacités de régulation du marché, c'est-à-dire le marché comme espace régulé et le marché comme espace de discipline et de régulation des conduites, pour faire avancer la cause défendue. Et donc, paradoxalement, on tombe sur un résultat un petit peu rigolo qui est que les acteurs qui contestent le marché partagent avec les acteurs qui le contestent une croyance assez forte dans les capacités du marché, la capacité de régulation du marché. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Sophie. Nous avons donc maintenant un temps de discussion.